Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au panel Pouvoir et moralité au féminin du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Je cède maintenant la parole à Madame Lise Roy, professeure au département d'histoire de l'UQAM et spécialiste notamment en histoire des femmes à l'époque moderne. Bonjour à tous. Je vais prendre quelques minutes comme directrice du département pour vous féliciter les organisateurs, organisatrices du colloque. Vous avez fait vraiment un travail formidable. Et puis, je vous remercie d'avoir perpétué la tradition de maintenir le colloque Jean-Marie Fecteau, qui est dans un contexte qui est assez difficile, très atypique et assez difficile. Le colloque Jean-Marie Fecteau, ça constitue dans notre département un événement extrêmement important. Ça permet de donner la mesure de la qualité et la vitalité de la recherche étudiante au sein de notre département. C'est la rencontre à chaque fois c'est l'occasion, de rencontres à chaque fois qui sont très enrichissantes. Je suis contente d'avoir cette occasion-là aussi de remercier et de féliciter tous les étudiants qui vont présenter étudiantes qui vont présenter leur recherche. Je vous félicite pour votre persévérance. Vous avez réussi quand même à avancer dans votre travail. Vous avez réussi à cultiver votre motivation dans un contexte qui est pas facile pour la recherche, dans la mesure où on est loin des collègues, on est loin des bibliothèques, on est loin des laboratoires, etc. Donc, malgré ça, vous avez été persévérant et donc, vous avez réussi à avancer dans votre recherche et puis là, maintenant, ça porte ses fruits dans la mesure où vous nous présentez donc le résultat, le fruit finalement de ce travail acharné. Donc, je vais souhaiter à tout le monde que ces 3 jours soient marqués par cette motivation renouvelée à poursuivre votre travail de recherche et aussi par le bonheur d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors, donc, félicitations à tout le monde. C'est 3 belles journées là, qui s'en viennent avec un programme qui est vraiment bien rempli. Donc, on va commencer maintenant avec ce premier panel, Pouvoir et moralité au féminin. La première intervention vient de Amélie Dufresne, qui est à la maîtrise à l'Université de Montréal et qui va présenter une communication qui a pour titre L'honneur féminin à Montréal au 18e siècle. Avant de vous céder la parole, Amélie, je veux juste rappeler que mon travail comme présidente, c'est de garder le temps. Et donc, ça signifie que vous avez 20 minutes pour votre présentation. Et puis, on va faire la séance de questions après les 2 interventions. Donc, je vais être impitoyable sur les 20 minutes. Vous allez recevoir dans le chat des annonces qu'il vous reste 3 minutes. Et puis, sinon, au-delà de 21 minutes, à ce moment-là, vous serez interrompu. Donc, c'est important parce que on a un programme qui est déjà assez chargé pour toute la journée. Donc, c'est extrêmement important de respecter ce temps-là. Donc, ceci étant dit, Amélie, je vous cède la parole. Parfait, merci. Alors, ma présentation s'intitule L'honneur féminin à travers les archives judiciaires au 18e siècle. La servante Catherine Thibault est enceinte du fils de son maître. Elle a entretenu des relations sexuelles avec lui après qu'il lui eut promis de prendre soin d'elle monétairement. La servante Marie Hébert est victime d'un viol perpétré par le sieur de Rouville et elle ne peut plus travailler en raison de sa grossesse. La famille Guignolet est mal tolérée par le voisinage. Les femmes de cette famille sont enfermées à l'hôpital à plusieurs reprises pour avoir mené une vie de débauche. Les sœurs Geneviève et Madeleine Tournois sont traitées à plusieurs reprises de putains par Marie-Joseph Beau. Elle se venge en la fouettant avec des épines et cette dernière entame un procès pour voie de fait contre elle. Chacun de ces procès implique des femmes dont la sexualité est interrogée par la société et par le fait même dont l'honneur est remis en question. Au 18e siècle, à Montréal, comme ailleurs et depuis longtemps et pour longtemps, la sexualité féminine est un objet de contrôle. En effet, un des ressorts principaux de la domination masculine est le contrôle de la sexualité des femmes. L'État, l'Église et la famille sont des lieux du pouvoir dominés par les hommes qui utilisent différents discours sur la sexualité des femmes pour mieux les contrôler. La femme
doit rester vierge jusqu'au mariage et faire preuve de fidélité envers son époux, tandis que les hommes peuvent entretenir des relations sexuelles avant le mariage, commettre l'adultère et fréquenter des prostituées. Selon Randolph Trumbach, les crimes les plus graves pour une femme sont l'adultère, la prostitution, la conception d'enfants illégitimes et le concubinage. Ces actions ne sont pas considérées comme des crimes pour les hommes. Au pire, pour eux, ils devront dédommager la femme mise enceinte hors des liens du mariage, mais seulement si elle a une bonne réputation. Le 18e siècle exerce donc une discrimination évidente contre les femmes en matière de sexualité, puisque les femmes voient leur sexualité limitée et leur plaisir nié. Leur sexualité est conçue seulement dans une possibilité de reproduction. Ainsi, la sexualité est un rapport de domination, puisque tous les discours la concernant relèvent du point de vue masculin. Le côté féminin est seulement perçu comme un acte passif et de soumission. La remise en question du comportement sexuel d'une femme peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie de celle-ci, puisqu'elle entame sa réputation et son honneur. Dans la société du 18e siècle, l'honneur est un capital absolument nécessaire, puisque sans lui, les individus risquent la marginalisation. Selon Arlette Fage, la société est extrêmement sensible à la protection de l'honneur, car sans ce bien, la ruine peut survenir rapidement. L'honneur est donc un outil du contrôle social parce que chacun tente de se conformer aux normes pour ne pas connaître une exclusion sociale. Des femmes vont donc se retrouver devant la justice pour défendre ce bien et le système judiciaire va jouer à leur avantage ou à leur désavantage en fonction principalement de l'écart commis par rapport aux normes sexuelles en place. En effet, le système judiciaire va permettre aux femmes séduites et calomniées de récupérer leur honneur, tandis que le système va nuire encore plus à la réputation des femmes accusées de prostitution, car pour celles-ci, un passage en justice équivaut à la preuve de leur commerce dissolu. Cette étude se trouve au centre de différentes historiographies, celle des marginaux, de la criminalité et des femmes. Cette étude s'inscrit pleinement dans l'histoire du genre puisqu'elle étudie comment le destin des femmes justiciables dans les procès pour séduction, viol, prostitution et calomnie est influencé par leur écart aux normes sexuelles de l'époque, c'est-à-dire par rapport à ce qui est acceptable ou non dans la sexualité des femmes, sexualité qui est beaucoup plus contrôlée que celle des hommes à la même époque, et largement construite à l'intérieur d'institutions dominées par des hommes. De plus, l'honneur féminin découle des conceptions différenciées du genre. En effet, l'honneur pour un homme et pour une femme ne signifie pas du tout la même chose, et cela est notamment dû au fait que des attitudes différentes sont entendues selon le genre. L'honneur de la femme est particulièrement attaché à sa sexualité, tandis que l'honneur d'un homme dépend davantage de sa capacité à travailler, son honnêteté et la bonne conduite de sa famille. Ce double standard sexuel découle en partie de l'idéal des pratiques sexuelles véhiculées par la religion chrétienne, c'est-à-dire le fait que les relations sexuelles doivent avoir lieu entre deux conjoints hétérosexuels mariés devant Dieu et à des fins de procréation seulement. Plus généralement, le double standard résulte du fait que les femmes doivent toujours être soumises à un homme dans cette société. Par ailleurs, la classe sociale influence aussi la qualité de l'honneur de l'individu. La recherche a donc accordé une importance particulière aux différents rapports de pouvoir qui influencent le parcours des femmes justiciables. Le genre, la classe sociale et l'ethnie sont les trois principaux rapports de pouvoir au centre de cette étude. Le concept d'intersectionnalité, issu des féministes afro-américaines, est popularisé par l'universitaire Kimberly Crenshaw dans le milieu académique, qui démontre que les rapports de domination peuvent s'imbriquer et ainsi expliquer la marginalisation et les violences subies par différentes catégories de personnes, telles que les femmes de couleur, est donc au centre de cette étude. Des questions importantes se posent donc. Est-ce que l'imbrication des catégories identitaires du genre, de l'ethnie et de la catégorie sociale influence le déroulement de la justice? Si oui, de quelle façon? Est-ce que la justice joue le même rôle pour toutes les femmes en justice pour une question d'honneur? Sinon, quels facteurs influencent le traitement différentiel des femmes dans ce cas? Ces questions ont trouvé réponse en analysant tout d'abord les justiciables, les rapports de pouvoir dans lesquels ces femmes s'inscrivent avec les hommes, leurs familles et leur voisinage, et en analysant finalement le traitement judiciaire de ces femmes en fonction du type de procès. L'archive judiciaire est donc au centre de cette étude. Cette archive relève du conflit et de l'exceptionnel. Il s'agit d'une source d'une grande richesse pour étudier les populations marginalisées comme les femmes. Le conflit, on entend par conflit l'événement ayant mené au procès, mais le procès lui-même, puisque dans les deux cas, l'honneur peut être perdu, est un événement important ayant le potentiel d'entraîner des conséquences graves, comme l'enfermement en hôpital ou la perte de l'honneur.
Il est donc tout à fait utile d'utiliser les archives judiciaires pour comprendre la société. Les désaccords et les affrontements qui sont relatés dans ces archives permettent d'expliquer comment des existences humaines se sont transformées. Ces archives sont donc des traces d'un système coercitif et des rapports de pouvoir qui le structurent, et celles sélectionnées mettent surtout de l'avant la vie des plus démunis comme les mères célibataires et les prostituées dans leur rapport envers le système en place. De plus, le fait que ce type de source soit issu d'une organisation régulatrice et masculine influence l'information qu'on y retrouve, puisque les justiciables organisent leur procès en fonction de ce qui est attendu d'eux. Les femmes doivent donc affirmer leur accord et leur convergence avec les normes sexuelles en place dans la société pour avoir une chance de convaincre les officiers judiciaires de leur innocence et bonne conduite. Il y a donc un double rapport de force lié au fait qu'il s'agit d'un pouvoir autoritaire et d'un groupe masculin. Par exemple, la plainte d'une femme séduite et abandonnée présente presque toujours l'image d'une femme ayant été poursuivie par les assauts séducteurs d'un homme à la suite desquels la relation sexuelle a eu lieu soit sous la contrainte de l'homme ou en raison de la naïveté de la victime. Elle a cru des mensonges, dans de nombreux cas, une promesse de mariage. La femme se présente donc comme innocente dans tous les sens du terme, tandis que l'homme met de l'avant son désir de possession du corps féminin, ou alors il attaque la moralité de la femme en disant qu'elle avait déjà connu plusieurs hommes. Des représentations comme celle-ci sont communes et correspondent à une mise en scène de soi pour correspondre aux attentes des normes sociales, morales et judiciaires de l'époque. En consultant les archives judiciaires, j'ai donc observé différents individus qui se racontent et présentent des versions différentes d'un même événement en fonction de leur intérêt et de la perception qu'ils ou elles ont de ce qui est admissible en fonction de leur statut. C'est donc à la morale différenciée relativement aux conditions sociales, d'âge, d'ethnie et de genre que donnent accès les archives judiciaires, et c'est dans cette perspective que je les ai interrogées. Ainsi, 48 procès se déroulant entre 1698 et 1756 ont été sélectionnés parmi les 6000 procès composant le fonds d'archives de la juridiction royale de Montréal. Ce tribunal de première instance est en fonction entre les années 1693 et 1769, succédant au bailliage de Montréal. Ce tribunal est mis en place pour répondre à l'expansion du territoire montréalais à la fin du 17e siècle. Le tribunal traite à la fois les causes civiles et criminelles. Lors de mon dépouillement de son fonds d'archives, j'ai recherché les procès impliquant des femmes en position de plaignante ou de défendresse. Et par la suite, j'ai recherché les procès m'intéressant particulièrement, c'est-à-dire les procès ayant comme enjeu principal et explicite l'honneur féminin. Par la suite, je me suis concentrée sur les procès pour séduction, viol, prostitution et calomnie, excluant ainsi les procès pour injure, puisqu'ils concernent moins directement l'honneur féminin. L'étude de ces archives judiciaires a donc permis d'entrer en contact avec ces femmes qui défendent leur honneur à Montréal au 18e siècle. Grâce à ces archives, j'ai accédé à des renseignements sur elles, à leur façon de se dire, à la façon des autres, soit les témoins, de les présenter, et j'obtiens ainsi un aperçu des violences, des solidarités et des relations de pouvoir dans lesquelles elles s'inscrivent. L'utilisation de sources complémentaires telles que des actes de baptême, des actes de mariage, des certificats de naissance et des certificats de décès provenant du PRDH a permis de complexifier le portrait de ces femmes et d'obtenir une image plus juste de ce qu'était leur vie. L'étude de ces procès m'a permis d'arriver à divers résultats. Tout d'abord, les femmes justiciables sont en position de dominer face aux hommes qu'elles rencontrent en justice. Elles sont dominées dans la vie quotidienne autant que lors de leur parcours au sein de la justice. L'analyse des procès pour séduction et viol a permis de voir que les femmes sont généralement plus jeunes et de statut social moins élevé que les hommes qu'elles rencontrent. De plus, les hommes de statut social supérieur aux femmes victimes obtiennent très rarement une sentence. Aussi, les femmes poursuivent davantage les hommes pour séduction que viol, même si elles ont subi des violences à cause de l'inefficacité du système judiciaire dans ce type de cas. Ensuite, les femmes justiciables dans les procès ayant comme enjeu l'honneur féminin ne reçoivent pas toutes le même traitement en fonction de la classe sociale et de l'ethnie. Les femmes autochtones ne reçoivent pas le même traitement que les autres. On l'observe notamment dans le traitement différent subi par une esclave autochtone et une femme de la noblesse, toutes deux victimes de viol. Le procès pour viol de la jeune femme noble va connaître un énorme impact dans la colonie. Des hauts représentants vont même être impliqués et l'homme accusé de son viol va être condamné par la justice. Pour sa part, la jeune esclave autochtone ne va pas du tout connaître le même traitement que la femme noble. En effet,
le propriétaire de l'esclave poursuit un homme pour le viol de son esclave parce que cette dernière meurt des suites de sa grossesse. Et celui-ci demande que le cadavre de la jeune femme soit examiné pour que son honneur ne soit pas entaché de cette accusation de viol portée par la propriétaire contre lui. De plus, la propriétaire cherche davantage à obtenir une compensation pour la perte financière de son bien. Elle ne cherche pas explicitement à obtenir la réparation de l'honneur de son esclave. Par ailleurs, même après sa mort, la jeune esclave demeure considérée comme un bien. De ce fait, la demande de l'homme reçoit un accueil favorable auprès des autorités judiciaires puisque le cadavre va effectivement être ouvert. La demande de cet homme est donc considérée comme plus importante que la dignité de l'esclave autochtone. Il y a donc une énorme différence entre le procès de la femme de la noblesse et de l'esclave autochtone, puisque dans le premier cas, le viol choque même les plus hautes autorités de la colonie, alors que pour l'esclave, le problème réside surtout dans le fait qu'il y a une perte de profit sur le bien. De plus, les femmes des classes sociales élevées obtiennent justice plus facilement, et les femmes des classes sociales moins élevées ont davantage de difficultés à obtenir justice. Par exemple, les servantes voient très rarement condamner leurs séducteurs à cause de leur manque de ressources. De plus, les femmes poursuivies pour débauche sont toutes des femmes de très basses conditions sociales, contrairement aux autres types de procès où on observe une diversité dans le groupe social d'appartenance. Finalement, le type de procès influence le traitement judiciaire de ces femmes. Le système judiciaire joue en faveur des femmes séduites et calomniées, car le recours à la justice permet de recouvrir leur honneur pour elles. Mais le système judiciaire joue à l'encontre des femmes accusées de prostitution à cause du scandale qu'elles créent par leur action. Pour les victimes de viol, le système judiciaire leur vient en aide seulement lorsqu'elles correspondent à l'image de la victime, ou si elles sont de statut social très élevé. Les seules femmes qui voient leur violeur condamné à une quelconque peine sont une fillette de 11 ans et une femme de la noblesse. Les autres femmes, majoritairement des servantes, sont ignorées par le système judiciaire. L'étude de ces 4 types de procès informe donc grandement sur la sexualité féminine de cette époque. Le 18e siècle présente ainsi une discrimination sexuelle évidente envers les femmes. Bien entendu, des femmes s'éloignent de façon réelle ou non de ces normes, de diverses façons, soit en ayant un amant, en entraînant des relations sexuelles hors mariage ou en vendant des services sexuels pour survivre. Mais le plus souvent, elles en paient le prix. Ces écarts par rapport aux normes sont en certaines configurations acceptés par la société. En effet, la société peut tolérer qu'une femme entretienne des relations sexuelles avec un homme qui la courtise en vue du mariage. Si elle se retrouve enceinte et que l'homme brise sa promesse, le système judiciaire lui permet éventuellement de recouvrir son honneur. Les victimes de viol, pour leur part, ne peuvent pas espérer le même traitement, sauf si elles sont de statut social élevé ou d'un très jeune âge. C'est pour cette raison qu'un plus grand nombre de femmes poursuivent des hommes pour séduction, même si elles ont été victimes de violences lors de l'acte sexuel. Par contre, les femmes qui ont des amants ou qui vendent des services sexuels sont déconsidérées. En effet, dès qu'elles causent un trop grand scandale par leur commerce, elles sont dénoncées aux forces judiciaires et poursuivies. De plus, contrairement aux autres femmes de notre corpus, elles semblent avoir moins de chances de s'en défendre puisqu'elles sont rarement interrogées selon les documents qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui et lorsqu'elles le sont, leurs voix ne sont pas prises en compte. En théorie, les femmes doivent donc se soumettre à des normes sexuelles rigides et discriminatoires, mais certains écarts peuvent être admis. Par contre, cette indulgence n'est pas due à une acceptation des multiples facettes de la sexualité féminine. Elle sert plutôt à faire respecter l'institution du mariage. Le fait que certaines de ces femmes doivent se rendre devant le système judiciaire pour recouvrir leur honneur après des écarts commis ou de simples rumeurs propagées prouve du reste que le plaisir féminin est nié et que les femmes doivent demeurer soumises aux hommes pour ne pas connaître la marginalisation sociale. Le corps et la sexualité des femmes sont donc des objets du contrôle masculin à cette époque. Un contrôle toujours actif dans nos sociétés d'aujourd'hui, bien que ce contrôle prenne des formes et des degrés différents. La construction des différences sexuelles et du genre met donc en place des sexualités, des rôles et des comportements acceptables différents pour les hommes et les femmes. Ces différences permettent l'établissement d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes au détriment de ces dernières. Par ailleurs, cette hiérarchie se complexifie en fonction du groupe social et de l'ethnie des femmes. Les femmes qui appartiennent aux groupes sociaux, économiques et ethniques les plus dévalorisés font face à plus de difficultés et d'oppression dans leur quotidien et lors de leur interaction avec le système judiciaire. Les hommes et les institutions, comme l'État, l'Église et la famille, entretiennent donc la domination masculine.
Certaines femmes adhèrent à cette domination, mais d'autres vont aussi s'opposer aux normes sexuelles en place par leur action. Les femmes justiciables ont donc su démontrer de l'agentivité dans leur parcours au sein du système judiciaire, même si elles faisaient face à des dynamiques de pouvoir jouant contre elles. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention qui est rentrée dans les temps, mais surtout extrêmement intéressante, qui montre bien le double standard social et sexuel qui prévaut à cette époque-là. Puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est dans une analyse d'intersectionnalité pour le 18e siècle, c'est important d'injecter le concept de rang social. On est dans une société extrêmement hiérarchisée et donc c'est certain qu'il faut tenir compte de cette dimension-là. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va on va passer aux questions tantôt, mais maintenant, on va entendre Béatrice Leblanc-Martineau, qui travaille à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et sa communication a pour titre Père fictif, père légal, la présomption de paternité dans les causes célèbres de François Gayot de Pitaval, 1734-1743. Clarification, c'est l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que j'ai dit? De Montréal. Oh, pardon, Université d'Ottawa. Donc, père fictif, père légal, ces termes renvoient à l'incertitude de la paternité, un enjeu social et juridique de taille pour une société patrilinéaire comme celle de la France d'Ancien Régime. Si la filiation maternelle était fondée sur un principe biologique, la filiation paternelle demeurait un secret de la nature qui échappait aux juristes. Dès le Moyen Âge, le droit français suppléa à cette incertitude biologique en adoptant la règle suivante. Le mariage désigne le père. Il s'agit toutefois d'une fiction juridique, c'est-à-dire une règle que l'on sait fausse, mais dont l'application est nécessaire pour combler un vide du droit. Si le mari ne pouvait pas se résoudre à croire son épouse, le droit le faisait pour lui afin de protéger la paix familiale et l'ordre social. La présomption de paternité ne coupa toutefois pas la racine à tous les conflits de filiation. Au XVIIe et XVIIIe siècle, une série de procès retentissants eurent pour objet le désaveu d'un enfant par des maris soupçonneux ou encore des épouses tentant de dissimuler un adultère. Ces procès, mettant en scène une inconduite féminine, réelle ou soupçonnée, dévoilent la fiction juridique, la possibilité d'un écart entre la paternité biologique et celle attribuée par le droit. Les causes célèbres de François Gayot de Pitaval, publiées entre 1734 et 1743, rapportèrent plusieurs de ces procès en filiation. Dans sa collection, Gayot Pitaval, avocat de profession, présenta ses procès sous forme d'histoires curieuses, dans le but de divertir et d'intéresser au droit l'élite lettrée masculine et féminine. Ma thèse de maîtrise met en lumière comment Gayot Pitaval utilisa ses causes célèbres pour véhiculer à ses lecteurs et à ses lectrices un discours moralisateur et prescriptif à l'égard de l'incertitude de paternité et des conduites féminines et masculines qui l'engendrent. Dans le cadre de cette communication, je souhaite vous montrer par le biais d'une étude de cas comment le processus de mise en récit de Gayot de Pitaval permet d'investir les procès d'un discours moralisateur et propose également un nouveau regard sur la présomption de la paternité et le droit. Cette étude de cas portera sur la cause de la belle épicière, une femme reconnue coupable d'adultère qui tenta d'attribuer à son mari la paternité de ses 3 enfants nés après sa condamnation. Avant de nous pencher sur cette cause, il faut toutefois préciser en quoi consiste le processus de mise en récit. Donc, dans son étude portant sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, le littéraire Christian Biais souligne la dimension exploratoire de la mise en scène du droit dans la littérature et la relie à l'émergence de la pensée critique des Lumières. Le lecteur, placé en position de juge, peut explorer les dysfonctionnements de la justice et même introduire d'autres repères que le droit pour juger des conflits qui lui sont présentés. Le lecteur-juge est non seulement une possibilité des causes célèbres, mais aussi une visée avouée de Gayot de Pitaval. En effet, il explique son choix d'offrir le pour et le contre d'un procès, en affirmant qu'il se fait une loi de ne rien oublier de ce qui fait plaisir à la curiosité de ses lecteurs et qui les met en état de monter sur le tribunal et de juger eux-mêmes non seulement la cause qu'il leur présente, mais le jugement qui a été rendu. Toutefois, Gayot Pitaval ne se cantonne pas qu'à rapporter le pour et le contre d'une cause. En effet, les causes célèbres suivent la structure suivante. Une en-tête qui établit un pont entre le procès mis en récit et des enjeux sociaux plus larges, propres à capter l'intérêt du lectorat.
une histoire du procès qui construit une intrigue à partir de la plaidoirie. Gayot Pitaval affirme que cette section a pour but de faciliter la lecture et de ramener à la vérité les différentes versions des faits avancés par les avocats. Puis, Gayot Pitaval présente les plaidoiries. L'auteur reconnaît qu'il fait des modifications stylistiques afin de ne pas rebuter un lectorat qui n'est pas habitué à lire des textes judiciaires. Finalement, Gayot Pitaval rapporte l'arrêt, suivi de ses propres observations et d'une variété d'ajouts reliés au thème du procès. Si Gayot Pitaval dit vouloir placer son lectorat dans la position de juge, force est de constater que le processus de mise en récit que nous venons de voir lui confère un pouvoir discrétionnaire important pour guider la réception des pièces judiciaires par son lectorat. Cela est d'autant plus le cas que Gayot Pitaval reconnaît la portée moralisatrice et prescriptive de sa collection. Par exemple, il remarque le récit criminel, qui doit servir d'exemple, est destiné à l'instruction publique. On regarde un homme mort civilement comme un cadavre qu'on peut disséquer pour faire des leçons d'anatomie. Notre analyse de la cause de la belle épicière identifiera les différents choix de mise en récit de Gayot Pitaval afin d'illustrer comment ceux-ci rendent le procès porteur d'un nouveau discours, à la fois moralisateur envers l'adultère féminin et exploratoire à l'égard du droit et de la présomption de la paternité. Donc, dans son en-tête, Gayot Pitaval présente ainsi la cause de la belle épicière, dite Gabrielle Perrault. On voit dans l'histoire de la belle épicière que ni la loi, ni la honte, ni l'infamie, ni la peine qui est le frein du crime ne peuvent, dans de certaines femmes, arrêter le penchant qu'elles ont au libertinage. Il continue en affirmant que la beauté de ces femmes déréglées suscite l'admiration, mais que leur vice ne peut provoquer que de l'indignation. Nous voyons ici que dès les premières lignes de la cause, Gayot Pitaval transforme Gabrielle Perrault en archétype de la femme déréglée. Comme nous le verrons, ce choix de mise en récit permettra au procès d'être porteur d'un discours plus large sur la conduite féminine. Dans l'histoire de la cause, Gayot Pitaval rapporte que Gabrielle Perrault se marie à l'âge de 16 ans à Louis Smith, un marchand d'épices. Ils ont ensemble une fille. Le mariage n'est toutefois pas heureux. Gabrielle a rapidement des aventures extra-conjugales avec 2 banquiers qui enrichissent son mari. Gayot Pitaval concède que la jalousie de Smith a pu contribuer à la mésentente du couple, mais il ajoute aussitôt que la réelle cause de l'adultère est le caractère vif et ardent de Gabrielle Perrault. Afin d'éviter le ridicule du mari jaloux et prouver sa désinvolture, Smith aurait écrit en blague un billet où il aurait autorisé la débauche de sa femme. Il s'agira d'une pièce clé dans le procès. Gabrielle, femme habile, aurait décidé de conserver le billet à l'insu de son mari pour se protéger en cas d'une poursuite d'adultère. Face au scandale de son épouse, Smith n'aurait eu d'autre choix que de porter plainte pour adultère. En 1193, Gabrielle est reconnue coupable et en vertu du droit français, elle est condamnée à être enfermée. Si son mari ne la reprend pas après 2 ans, l'enfermement devient permanent. Gayot Pitaval rapporte une série de plans loufoques de Gabrielle pour simuler une réconciliation avec son mari. Ces tentatives ont échoué et Gabrielle est enfermée à la conciergerie. Là-bas, elle rencontre Lenoble, un avocat purgeant lui aussi une peine, et il devient son amant. Gayot Pitaval le décrit comme ayant l'âme aussi corrompue que celle de Gabrielle. Gabrielle tombe enceinte et elle accouche en secret. Le couple réussit à s'échapper et ils vivent ensemble pendant plusieurs années sous de faux noms. Au cours de cette période, Gabrielle donne naissance à un 2e enfant. Pour démontrer l'ampleur du dérèglement du couple, Gayot Pitaval rapporte que Gabrielle s'est prostituée auprès de militaires et de marchands pendant l'absence de son amant. Loin de s'y opposer, Lenoble l'aurait encore trouvée plus belle à son retour. Leur concubinage prend toutefois fin en 1198, lorsque Gabrielle tombe à nouveau entre les mains de la justice. Alors enceinte, elle accouche d'un 3e enfant en prison. Elle décide alors avec son amant d'invoquer la présomption de paternité, non seulement pour imputer à son mari les 3 enfants nés après la condamnation, mais aussi pour échapper à l'enfermement en présentant ses différentes grossesses comme une preuve de réconciliation avec son époux. Gayot Pitaval commente « Si cet artifice avait pu réussir, elle aurait frayé à toutes les femmes adultères une voie pour couvrir leurs crimes et se jouer de la justice. » Cette histoire de la cause présente ainsi Gabrielle Perrault comme une femme déréglée, un danger pour l'ordre social en raison de son abus de la présomption de paternité. L'histoire de la cause, loin de ramener les faits avancés à la vérité, comme le prétend Gayot Pitaval, construit plutôt une intrigue présentée comme un récit véridique.
Nous le constatons particulièrement lorsque nous comparons ce récit et l'analyse du procès faite par l'historienne Agnès Walsh. Selon cette chercheuse, les accusations d'adultère étaient très rares et un enjeu économique était le plus souvent sous-jacent au choix d'avoir recours à la justice. Walsh affirme que la permission écrite de Sémite, autorisant l'adultère, indique que le mari prostitua son épouse afin de s'attirer les faveurs de ses amants, de riches banquiers. Par après, Sémite aurait profité de la plainte pour récupérer la dot de son épouse, qui est adjugée au mari en cas de condamnation d'adultère selon le droit français. Au cours du procès initial, en 1193, les juges semblent avoir reconnu Sémite partiellement coupable de la débauche de son épouse, puisque la dot a été adjugée à leur fille unique. Gayot Pitaval rapporte la décision des juges, mais l'histoire de la cause ne reflète pas cette circonstance favorable à Gabriel Perrault. Au contraire, la mise en récit de Gayot Pitaval met l'accent sur le bon droit du mari qui eut recours à la justice pour mettre fin au dérèglement de son épouse. Il reste à présent à voir comment cette prise de position se traduit dans le traitement des pièces judiciaires. Dans son plaidoyer, Gabriel Perrault offre une autre version des faits. Son mari aurait été lui-même infidèle et aurait préféré les plaisirs de la débauche à ceux du mariage, l'amour d'une servante à celui d'une femme. Elle représente ainsi Sémite comme un père dénaturé, qui accusa son épouse d'adultère et désavouait ses enfants en raison de sa prédilection pour sa concubine. Cette version des faits, déjà absente de l'histoire de la cause, est minée davantage par l'intervention de Gayot Pitaval. Par exemple, l'auteur précède le portrait des infidélités de Sémite par un avertissement où il indique que le mari y est peint avec de fausses couleurs. De même, il coupe à plusieurs reprises les faits articulés par Gabriel Perrault. Par exemple, il retranche une section du plaidoyer où Gabriel prouve qu'elle ne cohabitait pas avec le noble lors de la conception de certains de ses enfants. Gayot Pitaval justifie ainsi ce choix. Comme tout ce que Gabriel Perrault allègue est parfaitement détruit par la débauche évidente où elle vivait, je ne satisferais pas le lecteur si je lui rapportait une apologie qui ne la blanchit pas. Par ailleurs, Gabriel Perrault affirme que même si elle est reconnue coupable d'adultère, la présomption de paternité protège ses enfants nés subséquemment. Elle remarque que 1000 témoins pourraient prouver un adultère, mais le mari pourrait tout de même être le père de l'enfant. Seule l'impuissance ou une absence prolongée, prouvée hors de tout doute, remettent en question la présomption de paternité. Par conséquent, Gabriel affirme que les arguments de Sémite déforment le droit et représentent une menace pour la présomption de paternité. Elle réitère que cette règle forme une digue qui, dans l'intérêt public, empêche la filiation d'être soumise aux caprices des maris. D'autre part, le plaidoyer de Sémite oppose à ce portrait d'un mari capricieux celui d'une femme déréglée. Par exemple, l'avocat de Sémite appelle Gabriel Perrault l'infâme jouet de la plus vile jeunesse de Paris et de Lyon, cette fameuse prostituée, ou encore il décrit son âme souillée de tant d'ordures et son corps infecté encore de la lèpre. Gayot Pitaval, loin de nuancer ce portrait virulent, commente à la fin de son plaidoyer le cœur corrompu de Gabriel Perrault et celui de son amant sont peints au naturel. Dans son plaidoyer, Sémite réfute qu'il s'attaque à la présomption de paternité. Il déclare plutôt s'opposer à un abus de la règle. Il affirme que Gabriel Perrault représente une exception en raison de sa condamnation pour adultère et qu'elle doit par conséquent prouver la paternité de ses 3 enfants avant de lui attribuer. L'avocat de Sémite déclare que si Gabriel Perrault remporte son procès, la voie qu'elle a tracée deviendrait un moyen infaillible de rendre illusoires tous les jugements qu'on pourrait obtenir contre une femme adultère. Dans ses observations, Gayot Pitaval réitère cet enjeu social de l'impunité de l'adultère afin de consolider le bon droit de Sémite. L'auteur affirme qu'au-delà d'une question de droit, il s'agit d'une question de bon sens. La condamnation d'adultère rend tout simplement la présomption de paternité trop incertaine. Nous voyons ici que le traitement inégal des pièces judiciaires renforce le discours moralisateur tenu par Gayot Pitaval dans son entête et son histoire de la cause. Le 1er décembre 1701, le Parlement de Paris rendit son jugement. La condamnation pour adultère a été confirmée et Gabriel Perrault est enfermé. La paternité des 3 enfants nés depuis le premier procès est attribuée à le noble, son amant. Toutefois, le Parlement confirme que la dot de Gabriel serait adjugée à sa fille née avant la condamnation plutôt qu'à Sémite. Contrairement à Gayot Pitaval, la justice reconnut ainsi le mari coupable à certains égards. Après ce jugement, Gayot Pitaval insère une série d'ajouts. Nous nous pencherons brièvement sur l'un d'eux, soit une lettre d'un officier qui a lu l'histoire du procès et qui présente ses réflexions à Gayot Pitaval.
Dans cette lettre, l'officier émet un doute à l'égard de la présomption. Le législateur, en voulant couper la racine d'une infinité de questions qui auraient troublé le repos des familles, n'a-t-il pas fait aux maris une grande injustice en les obligeant d'adopter des enfants adultérins? En effet, même si un mari prouve l'adultère de son épouse, la paternité des enfants nés avant la condamnation lui revient. Face à cet écart entre la filiation biologique et celle légale qu'engendre la présomption de la paternité, l'officier propose une autre voie que celle prévue par le droit et il réintroduit un principe biologique. Il affirme que dans le doute, le mari, comme l'amant, devrait contribuer aux soins et à l'éducation des enfants, puisque tous deux peuvent être le père biologique. L'officier note que l'État bénéficierait de ces enfants qui, n'ayant pas d'état civil certain, tenteraient de s'illustrer en servant leur patrie. L'officier va même plus loin en affirmant que s'il était souverain, il renverserait la présomption de paternité. Il en conclut ainsi: les femmes ne se moquent-elles pas tous les jours de la simplicité des hommes pour avoir fait de pareilles lois? Il souligne ainsi les écueils d'une paternité reposant sur la sexualité féminine qui ouvre la porte à des abus. Cette lettre est peut-être fictive, un simple procédé discursif de Gayot-Pitaval. Toutefois, cet ajout propose un regard sur la présomption de paternité externe au droit. En effet, comme le remarque Gayot-Pitaval, l'officier est guidé par son bon sens, ses lumières naturelles plutôt que la science du barreau. Les plaidoyers de Gabriel Perrault et de Sémit reconnaissent tous deux le bien fondé de la présomption de paternité et s'opposent plutôt sur ses limites. Ici, l'officier, placé en position de juge, dévoile la fiction juridique et il envisage d'autres façons de définir la filiation paternelle que de l'arrimer à la filiation maternelle. Nous voyons ici la facette exploratoire de la mise en récit à l'égard du droit qui se déploie en réponse à l'inconduite féminine. Notre étude de cas démontre que Gayot-Pitaval utilise sa mise en récit pour déployer un discours moralisateur, critiquant les femmes déréglées qui mettent en péril la présomption de paternité. Ce discours a aussi pour effet de légitimer les époux intentant des procès pour adultère à une époque où le mari s'attire la raillerie du public s'il a recours à la justice. Nous remarquons toutefois que la mise en récit de Gayot-Pitaval n'est pas toujours en adéquation avec le jugement rendu. Nous le constatons particulièrement dans la lettre d'officier à insérer à la fin de la cause. Voyons ici le versant exploratoire, voire critique de la mise en récit qui dévoile les fictions produites par le droit et propose d'autres fondements. La cause de la belle épicière est toutefois exceptionnelle à maints égards. Du point de vue du droit, la présomption de paternité se consolide au cours de l'Ancien Régime, alors que le pouvoir monarchique fit de la famille légitime le fondement de la société civile. Le droit est ainsi favorable aux épouses, à leurs enfants, même lorsque des circonstances comme une grossesse secrète ne semblent s'expliquer que par un adultère. Dans le cas de la belle épicière, l'adultère est avéré. Dès lors, l'écart entre la paternité légale et celle biologique était trop grand pour que la présomption puisse s'appliquer sans dévoiler son caractère fictif, artificiel. De même, mon analyse des autres causes célèbres dans le cadre de ma maîtrise indique que la mise en récit de Gayot-Pitaval consolide la présomption de paternité et se montre critique à l'égard des maris jaloux rejetant la filiation paternelle telle que définie par le droit. En raison de la condamnation pour adultère, la cause de la belle épicière est en quelque sorte l'exception à la règle. Nous constatons ici que le degré d'inconduite féminine est une pierre angulaire de la mise en récit des procès de filiation par Gayot-Pitaval. Merci. Bravo, félicitations. Donc, les liens sont très clairs entre les deux interventions qu'on a vues, hein, le cœur même, finalement, des problèmes qui sont liés qu'on justifiait, en fait, au niveau du droit pour le contrôle du corps des femmes dans cette société, dans ces régimes qui est pas très hiérarchique, comme on l'a vu, mais aussi extrêmement patriarcal. Donc, sans doute que vous avez des questions à poser aux deux conférencières, à nos deux premières conférencières. Un peu pour briser la glace, peut-être que je pourrais commencer. Est-ce que, bon, j'aurais une première question pour Amélie. Dans les procès, est-ce qu'on voit un peu les démarches antérieures qui ont pu être faites par les femmes pour défendre leur honneur, ou est-ce que dans les procès que vous avez vus, est-ce que ça semble être un dernier recours, ou est-ce qu'on a pu voir, par exemple, d'autres interventions qui ont pu être faites préalablement? Et est-ce que, globalement, ce sont elles qui parlent, ou c'est essentiellement leurs frères, leurs pères, leurs maris qui viennent parler à leur place, qui viennent défendre pour elles leur honneur? Donc, ça se passe comment, finalement?
Alors, c'est majoritairement elle qui s'exprime dans les procès. J'ai trouvé que la parole féminine était quand même présente dans ce type de procès-là, contrairement à d'autres. Elle, elle, elle explique comment, qu'est-ce qui s'est déroulé, puis qu'est-ce qui les a menés à entamer des poursuites judiciaires. Puis souvent, le procès pour ce type de cas-là, c'est plus un dernier recours qu'autre chose. Par exemple, si je pense à un cas que j'ai analysé, la jeune femme, elle avait fait des démarches auprès de l'homme qui lui avait promis de l'épouser pendant pratiquement des mois, pendant pratiquement 6 mois, pendant quasiment toute sa grossesse pour lui demander de l'épouser finalement. Puis vu qu'il refusait et qu'il disait qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec elle, ben elle a entamé un procès contre lui en raison de ça. Donc, des démarches sont faites en aval avant de se retrouver dans le... Puis il y a aussi beaucoup de procès qui ont pas de fin parce qu'il y a une entente entre les deux parties hors du système judiciaire aussi. Donc, on peut supposer que beaucoup de femmes avaient recours à d'autres types de justice que le système judiciaire en tant que tel. Oui, avant de se rendre jusqu'au niveau du procès. OK, merci. J'aurais une question aussi pour Béatrice, si on me permet. Est-ce que dans ce recueil de François Gaillot de Pitaval, est-ce qu'il y a plusieurs causes comme celle que vous avez analysées? Là, c'est une étude de cas, mais est-ce qu'on peut mettre ça dans un contexte plus large où il y aurait plusieurs procès en fait de cet ordre-là, plusieurs cas de cet ordre-là? La viole épicière, en fait, est particulière justement parce qu'on a une condamnation pour adultère, mais en soi, les procès de filiation tentant de déterminer la paternité ou la filiation maternelle, il y en a à peu près une quinzaine. Dans le cadre de ma maîtrise, je les ai tous survolés, puis j'en tire des éléments, mais je me suis concentrée sur 7 procès en particulier qui montrent vraiment le discours moralisateur de Pitaval qu'il véhicule à travers ces procès-là. OK. Donc, ça fait quand même, des cas quand même assez nombreux. Oui, mais en fait, Gaillot Pitaval, qui était lui-même avocat, a fait plusieurs procès en filiation dans son propre parcours professionnel. Donc, on voit vraiment un intérêt pour ce type de questions-là, ce qui fait de la richesse aussi de la collection par rapport à d'autres collections de causes célèbres plus tardives. Oui, OK, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions là? Moi, je vois rien dans le chat. Non, en effet, mais si je peux, moi, je vais poursuivre aussi en posant une question. Merci beaucoup aux 2 panélistes pour vos superbes présentations. C'est le fun de commencer en force de cette façon. J'ai une question qui s'adresse à Amélie et je me demandais, tu as parlé beaucoup de viol et en fait, je me demandais comment on définit le viol à cette époque-là. Est-ce que c'est la même façon qu'on l'entend aujourd'hui? Et sous question qui poursuit ça, je vais mentionner que l'âge avait un impact dans le sens qu'il y a une jeune fille de 11 ans qui a eu gain de cause dans ce cas-ci. Et je me demandais si l'âge avait un impact ou c'est en fonction des menstruations en tant que telles. Donc, elle n'avait pas ses menstruations, donc pas considérée comme une femme qu'elle a eu gain de cause, ou c'est vraiment, il y a un âge dit limite de l'acceptable, de l'inacceptable? Alors, ce qu'on entend par viol, ça ressemble un peu à aujourd'hui, dans le fond, c'est l'usage de la force lors d'un rapport sexuel. Par contre, ce qui est, c'est très, il y a des aspects très semblables entre les causes de séduction et de viol, puisque l'usage de la force est très répandu dans les deux. Par contre, les femmes vont plus poursuivre pour viol quand ça a été, par exemple, dans une relation pas de courtisage. S'il y a eu du courtisage, elles vont plus être procéder pour séduction. Par contre, si les femmes correspondent pas à l'image que le système se fait de la victime, c'est-à-dire une
femme souvent qui est blanche. Si elle est de classe sociale élevée, là, c'est une meilleure victime selon les juges. Et puis, si c'est une enfant, par exemple, la fillette de 11 ans qui a, elle aussi, obtenu justice, elle a obtenu justice, c'est un cas particulier, c'était une orpheline de 11 ans qui a été violée par un soldat. Donc, c'est l'État en tant que tel qui a poursuivi le soldat. C'est pas la jeune fille qui a fait les démarches, c'est l'État qui a poursuivi le soldat. Et le soldat, il a été condamné à mort, mais c'était plus... faut plus voir ça comme une démonstration de la force de l'État que pour protéger l'honneur de la petite fille. Et puis, l'âge, elle joue, mais par contre, on voit que parce que j'ai rencontré aussi le viol d'une jeune fille autochtone de 14 ans, donc 11 ans, 14 ans, c'est très semblable. Mm-hmm. Mais puisque elle, c'était une esclave autochtone, elle n'a pas obtenu justice. Son violeur n'a pas été condamné à aucune peine. Okay. Donc, c'est un mélange complexe de l'ethnie, de la classe sociale, de l'âge, qui joue si le violeur y est condamné ou pas. Okay. Merci beaucoup. Moi aussi, j'avais une question. Je vais en profiter pour la poser. Pour Béatrice, je me demandais, dans ces cas de paternité si j'ai bien compris qu'on essaie vraiment de refuser la paternité d'enfant à quelqu'un, à quel point c'est basé sur la peur de l'État d'avoir des enfants un peu sans support ou des bâtards, dans le fond, qui n'auraient pas de père pour s'en occuper, qui deviendraient soit des enfants dans la rue ou des enfants pris en charge par l'État. Je suis pas certaine que ça existait vraiment à l'époque, donc je sais pas si tu pourrais développer un peu là-dessus. En fait, il y a différentes interprétations de la présomption de paternité. C'est pas tous les chercheurs qui sont du même avis. On a par exemple Sylvie Steinberg qui va vraiment voir cette présomption-là comme un outil de protection des enfants. Donc, empêcher non seulement qu'ils se retrouvent abandonnés, mais aussi que les pères se montrent violents envers eux. Tandis qu'on a d'autres chercheuses comme Anne Lefebvre-Teilhard, qui, elle va plutôt dire que c'est en fait purement lié aux effets civils du mariage. En fait, on veut protéger l'épouse puis renforcer le contrôle de l'État sur le mariage en lui offrant tous les effets civils qu'elle devrait avoir, ce qui inclut la présomption de paternité. Donc, on a un peu des deux. Merci. Professeur Roy, est-ce que vous voulez procéder avec la question qui vient du public? Là, je vais la voir. Ah oui, ok, je vois. Dans le cas de la fillette, est-ce que le soldat a été pris en flagrant délit ou on a cru le témoignage de l'orpheline? Donc, j'imagine que la question est pour Amélie. Non, il n'a pas été pris en flagrant délit. La fillette, elle a été crue. Et le fait que cette fillette était vierge, j'imagine que ça doit jouer aussi dans la mesure où sa capacité de se marier est diminuée considérablement, le fait qu'elle a perdu comme ça de façon violente sa virginité. Est-ce qu'il y a je vois pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas par la part du public, donc un petit message d'intérêt public. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut vous répondre par l'écrit ou en direct comme on vient de le faire. Sinon, je peux enchaîner avec une seconde question. Oui, s'il le faut. Vas-y, on a le temps. Oui, donc ça s'adresse encore une fois à Amélie. Je m'excuse, Béatrice, ta présentation était aussi très intéressante. C'est juste que j'ai eu pas mal de réflexions en écoutant Amélie. Je me demandais, tu as mentionné des fois qu'il y avait eu un homme qui était mort ou qu'il y avait eu un corps lors d'un procès. Et je me demandais justement, est-ce qu'il y avait des procès où les femmes sont décédées d'une mort violente ou suite à un viol ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a eu un procès par rapport à ces cas-là qui était porté, par exemple, par un membre de la famille qui voulait avoir réparation pour une fille ou une sœur qui est décédée à cause d'une agression sexuelle violente? Alors, le seul corps qui a été examiné par rapport parce qu'elle est morte des suites de son viol, c'est le corps d'une jeune esclave autochtone. Et puis, c'est sa propriétaire à elle qui poursuivait un homme pour son viol. Dans le fond, la propriétaire, elle voulait
une sorte de dédommagement parce que un esclave c'est un bien, parce que son bien il était plus là. Donc pour l'homme, pour se défendre, il a demandé que le cadavre de la femme autochtone soit ouvert pour prouver que dans le fond elle était pas enceinte des suites de son viol, puis sa mort s'était pas liée. Et puis, le système judiciaire, la justice a accepté d'ouvrir le cadavre de la jeune femme pour prouver l'innocence de l'homme. C'est le seul cas où il y a une femme qui est morte dans ces conditions-là que j'ai rencontrées. Elle n'a pas été défendue par un membre de sa famille, elle a été défendue par sa propriétaire. Peut-être j'aurais une question pour Béatrice, pour pas qu'elle soit en reste non plus. Je me demandais, moi, comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire du livre, et je me demandais, c'est qui les lecteurs du genre de recueil que vous avez présenté? Est-ce qu'il y a un engouement là, extrêmement important au 18e siècle pour ce genre d'ouvrage qui viennent faire une espèce d'anthologie, là, finalement, des cours célèbres? En fait, il y a vraiment un intérêt pour les faits divers. On a différentes formes de littérature. Par exemple, les plaidoyers, des fois, étaient juste publiés pendant le procès, donc pour diffuser un peu la cause. Puis on a aussi, par exemple, des petites histoires à partir des procès qui étaient construites. Donc ça, c'était une littérature qui pouvait être diffusée à un plus grand public que les cours célèbres, qui en fait étaient assez dispendieuses. Donc on parle vraiment d'une élite lettrée. Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, c'est que oui, Pitaval veut attirer le lectorat spécialisé, par exemple les avocats, tout ça, donc qui rapportent quand même les arrêts. Mais il y a vraiment aussi un désir d'attirer aussi les femmes, qui représentent un peu l'autre côté du spectrum, d'où l'intérêt après ça de déployer des stratégies de mise en récit pour rendre ça plus intéressant pour leur goût, qu'ils l'appellent délicat, disons. Donc, à la fois, il y a un lectorat très, très, très spécialisé, mais en même temps, un public lettré, bien cultivé, mais sans que ça soit des praticiens du droit qui vont s'intéresser à ce genre d'ouvrage-là. Et on a même quelques critiques, en fait, qui vont aller critiquer justement sa mise en récit parce qu'ils disent qu'il n'est pas capable justement de concilier les deux lectorats. Donc, on va trouver des fois qu'il s'attarde un peu trop à l'aspect littéraire et des fois trop à l'aspect juridique aussi. Peut-être qu'il y a un éditeur derrière aussi qui lui demande d'élargir le public le plus possible. Bon, mais merci. Une dernière question du public. Professeur Roy, je ne sais pas si vous voulez encore la... Oui, je la vois. Est-ce que Pitaval est aussi critique au sujet de la présomption de paternité lorsque la situation de la mère n'est pas autant sulfureuse, problématique? En fait, justement, on voit qu'il va beaucoup plus défendre la présomption de paternité, même quand on a des circonstances comme une mère qui a dissimulé la grossesse au mari et l'enfant qui a été élevé par une amie. Justement, parce que là, il y a encore un doute. C'est vraiment que l'adultère va être avéré, que la mise en récit va devenir beaucoup plus critique, parce que ça met vraiment en péril la légitimité de la présomption de paternité. Merci beaucoup. Parfait. Je tiens à remercier encore une fois Lise Roy, notre présidente, Amélie Dufresne ainsi que Béatrice Leblanc. Donc, je vous remercie à vous trois d'avoir participé à ce premier panel du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Donc, nous allons passer maintenant pour une pause de 15 minutes. Merci à vous. Merci. Bravo, félicitations. Félicitations.